C'est un symbole désastreux. Alors que les Américains entament leur retrait d'Afghanistan, les talibans qu'ils étaient censés combattre reprennent du terrain de façon spectaculaire. Leur dernière prise date d'hier, le district de Panjwai, dans le sud du pays. Des familles entières tentent désormais de fuir la zone. Où devrions-nous aller? Nos enfants sont dans la voiture, sous une chaleur accablante. Les soldats nous ont demandé de ne pas prendre cette route, mais nous ne les avons pas écoutés. C'est alors que les talibans nous ont tiré dessus depuis les montagnes. Les insurgés contrôlent aujourd'hui près du quart du pays. Une reprise de Kaboul, la capitale, n'est désormais plus écartée. Depuis 2 ans, talibans et pouvoir central avaient entamé des pourparlers de paix sous l'égide des Américains et des Qataris. Des clichés qui n'ont désormais plus que la valeur d'archives historiques. Les frères ennemis ont repris les combats. Alors que les Américains prévoient de quitter définitivement le pays d'ici la fin de l'été, l'armée afghane semble avoir du souci à se faire. Les Américains auraient dû quitter l'Afghanistan une fois que l'armée de l'air afghane aurait été en mesure de prendre la relève. Actuellement, notre armée est volontaire et nos soldats sont prêts à sacrifier leur sang pour protéger le pays, mais cela ne suffit pas. Parce que des équipements aériens et des avions de combat sont nécessaires, et pour autant que je sache, notre armée n'est pas opérationnelle à ce jour. Près de 20 ans après le début de la dernière guerre d'Afghanistan, peut-on parler de retour à la case départ? L'intervention voulue par les Américains a-t-elle finalement été une guerre pour rien? Une guerre civile est-elle en train de couver en Afghanistan? 3 invités pour en parler ce soir. Jean-Pierre Perrin, bonsoir. Vous êtes romancier voyageur, vous êtes grand reporter, surtout. Votre dernier ouvrage sur l'Afghanistan, Le djihad contre le rêve d'Alexandre. Avant-dernier, est paru au Seuil en 2017, n'est-ce pas? Je crois. Et selon vous, Jean-Pierre Perrin, l'émergence d'une société civile a été rendue possible en Afghanistan par la chute des talibans. Des milliers de jeunes filles ont bénéficié notamment de l'accès à l'éducation qu'elles n'auront sans doute plus si les talibans reprennent ou reprenait éventuellement le pouvoir. À côté de vous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po à Paris. Votre livre « Les 100 mots de la guerre » est paru au PUF. Frédéric Ancel, et selon vous, on ne peut pas dire d'une guerre qu'elle ne sert à rien. Rester est moins utile que partir. Si les talibans étaient de retour au pouvoir et soutenaient des groupes terroristes, l'on pourrait à ce moment-là intervenir plus ponctuellement avec des frappes aériennes. Et à côté de vous, Isabelle Lasserre, bonsoir. Vous êtes responsable des questions diplomatie au Figaro, au quotidien Le Figaro. Selon vous, ces 20 ans de guerre ont été inutiles car nous redonnons aujourd'hui les clés, nous, enfin l'OTAN j'imagine, les clés du pays aux talibans. On aura fait tous ces efforts, il y aura eu tous ces morts, 160 000 morts notamment côté afghan, et des milliards de dollars dépensés pour rien. On démarre ce débat avec une question en 28 secondes, Nadia, à nos internautes. Question téléspectateurs que je vous lis à tous les 3. Après le retrait américain, quelles sont les chances de survie de ceux, les Afghans, donc, qui ont aidé les Occidentaux? Jean-Pierre Perrin, on sait qu'aujourd'hui, l'inquiétude, elle porte en particulier sur les traducteurs, les interprètes, les Afghans qui ont aidé effectivement des gouvernements occidentaux. Est-ce qu'on sait évaluer la menace qui pèse sur eux? Il y a des ONG qui alertent sur leur sort, mais... Je crois que la menace, elle est totale. Il y a déjà 2 traducteurs qui ont été assassinés. Donc, ils vont être des cibles prioritaires, même si les talibans promettent que tout le monde aura la vie sauve à condition qu'ils fassent allégeance. Je ne vois pas de raison de les croire. Est-ce que certains ont eu des visas, par exemple? Alors c'est très compliqué, ce n'est pas clair du tout. D'un côté, le gouvernement a fait rapatrier tous les collaborateurs français des ONG, alors que les ONG ne voulaient pas qu'ils rentrent en France. Ça a créé une polémique avec des tribunes en disant mais pourquoi? Ça accentue le défaitisme ambiant, et c'est une très mauvaise chose. Et puis, d'autant que les talibans disent ces ONG pourront travailler, là encore, avec un point d'interrogation. Travailler à quelles conditions? Et est-ce que ça ne sera pas contraire à l'éthique? Puisqu'on se souvient que, par exemple, lorsque les ONG ont travaillé sous le régime des talibans de 1996 à 2001, eh bien, bon, les femmes, évidemment, n'avaient pas le droit de citer. Donc, ça serait quand même travestir la mission des ONG. Alors, pour revenir à votre question sur ces traducteurs, c'est pas clair. Il y a un certain nombre qui sont revenus, il y en a d'autres qui voudraient bien. Mais je crois que c'est vraiment une priorité. On leur sauve la vie en les accueillant parmi nous.
Alors, c'était ce week-end, le contingent allemand a quitté l'Afghanistan. Les Américains ont laissé derrière eux leur principale base militaire, la base Bagram, et immédiatement et simultanément, concomitamment, de façon symbolique, les talibans ont envahi une zone clé. Vous allez nous expliquer avec le chiffre du jour ce qu'ils recouvrent. Exactement. Par rapport au territoire afghan. Un tiers, une fois n'est pas coutume, Elisabeth, mon chiffre du jour est un ratio puisque les talibans affirment contrôler près d'un tiers des 421 districts recensés en Afghanistan. Alors on va peut-être le voir sur une carte qui devrait s'afficher, tout ça est entremêlé. C'est pas un territoire au sud contre un territoire au nord, non, tout est mélangé comme ça. Mais ça s'approche dangereusement de Kaboul. Frédéric Ancel, d'abord, est-ce que ce chiffre de un tiers des 421 districts est fiable, premièrement, et ensuite, quelle est la stratégie territoriale de ces conquêtes des talibans ? Je pense que c'est relativement fiable, d'abord parce que tout dépend de ce que vous appelez contrôler. Si personne d'autre ne contrôle un district et que les talibans le menacent en permanence, de toute façon, on peut considérer qu'il est déjà, en tout cas au moins, sous son influence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la stratégie des talibans qui, pour l'essentiel, il faut toujours le rappeler, correspondent à un collectif ethnique quand même, ou ethno-clanique, c'est-à-dire les Pashtuns. Bon, et les Pashtuns ne sont pas seulement en Afghanistan, ils sont aussi au Pakistan voisin. Bon. Et donc, d'ailleurs, la ligne frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan a été totalement artificiellement établie par les Anglais fin 19e, début 20e siècle. Donc les Pashtuns, eux, sont dans un revanchisme permanent et ils considèrent que de toute façon l'Afghanistan, non pas en tant qu'État-nation, il n'y a pas d'État-nation en Afghanistan, on ne se représente pas comme d'une nation. On est d'abord d'un collectif, et d'un collectif essentiellement clanique, clientéliste et ou, encore une fois, ethnique. Bon, à partir du moment où donc, ces Pashtuns talibans considèrent que là où il y a une majorité de Pashtuns, ils doivent pouvoir être au pouvoir. Et au-delà de cela, ils doivent pouvoir, d'un point de vue clientéliste, dominer l'ensemble de la région. Ils feront tout pour la dominer intégralement. Ça, c'est pour vous répondre quant à leur stratégie. J'ajoute un point, c'est que vous pouvez très bien avoir des alliances ponctuelles, circonstancielles, entre différents collectifs. Vous avez des Tadjiks, vous avez nombreux, des Ouzbeks, des Hazaras chiites, détestés par tous les sunnites, etc. Mais en fonction de la volonté clientéliste, encore une fois, c'est très important, des uns et des autres, vous avez des alliances et des contre-alliances qui se nouent. Oui. Isabelle Lasserre, 20 ans après l'intervention des Américains et l'arrivée des Américains, ils se retirent et on a l'impression que les talibans vont reprendre les droits là-dessus. La question qui brûle toutes les lèvres, c'est est-ce que c'était une guerre pour rien ? C'est très compliqué, en fait, les guerres pour rien. Ce qui est certain, c'est qu'on risque de revenir en grande partie au point de départ, c'est-à-dire qu'on est en train de donner, de rendre les clés du pays aux talibans, et ça, on fait semblant de le comprendre, de le découvrir aujourd'hui, mais c'est inscrit quand même depuis de longs mois. Alors, on ne va pas revenir exactement à la situation hantée 2001, parce qu'il n'y a pas cette alliance avec, pas la même alliance avec Al-Qaïda, et il n'y a pas tout ce qui avait déclenché la guerre, c'est-à-dire le 11 septembre 2001. Donc c'est très différent. Ça a changé. Il n'y a plus d'alliance Taliban-Al-Qaïda. Non, Al-Qaïda est toujours là, l'État islamique est toujours là, et on ne sait pas aujourd'hui quel sera le type d'alliance que les talibans, quand ils auront pris le pouvoir, s'ils le prennent, mais enfin, il y a quand même de fortes chances, nouera avec ces groupes djihadistes et terroristes. Est-ce qu'ils se différencient d'Al-Qaïda? En fait, c'est une espèce de compétition d'influence. Alors, ça a changé. Ce qui risque de changer, le point de retour, c'est pour les femmes, essentiellement. Enfin, en 2001, la publicité, c'était... Enfin, l'image médiatique de l'intervention militaire en Afghanistan, à part les grottes de Tora Bora, c'était les femmes vont enlever leur burqa, les femmes vont à l'école et les femmes travaillent. C'était en partie une illusion, puisque ça n'a fonctionné que dans les grandes villes et pas partout dans le pays. Et aujourd'hui, on peut craindre qu'il y ait un retour de bâton pour les femmes. Jean-Pierre Perrin. Oui, 2 points quand même. Oui. La première valeur en Afghanistan, en particulier chez les Pashtuns, c'est la nemestia, c'est-à-dire le devoir d'hospitalité. Ce devoir d'hospitalité, il est plus sacré que n'importe quel autre. C'est-à-dire qu'on peut tuer, c'est moins grave que de ne pas respecter le devoir d'hospitalité. Al-Qaïda a demandé cette nemestia aux talibans. Les talibans leur ont accordé. Il n'est pas question jamais pour les talibans de revenir sur ce devoir d'hospitalité qui est souligné par tous les historiens britanniques depuis 1800. Il y a des textes en disant la première qualité des Afghans, c'est leur devoir d'hospitalité. Ils l'ont accordé à Al-Qaïda.
Ils ne le retireront jamais. Le deuxième point, c'est que cet Al-Qaïda n'est plus le même tout à fait qu'avant. Il s'est afghanisé. Ce ne sont plus des Arabes dans Al-Qaïda maintenant, ce sont des Afghans. Et donc, il est très difficile de les séparer les uns des autres. Et puis, il y a des mariages entre eux. Et puis, il y a le numéro 2 des talibans, Sirajuddin Haqqani, qui est à la fois très proche d'Al-Qaïda et le chef militaire des talibans. Vous voyez, il y a quand même... Il y a un entremêlement. Il y a un entremêlement et là... je sais qu'on va dire on pourra les bombarder, mais non, on ne pourra pas les bombarder, ils seront dans les villes. Et donc l'utilisation des drones dans une ville, c'est pas comme à la campagne. Oui, ça c'était la théorie ou la thèse de Frédéric Ancel. C'est-à-dire que les Américains bombardements sont ponctuels, éventuellement. C'est-à-dire que par définition, lorsque vous êtes dans une géographie, et a fortiori dans une géographie qui sert d'abord à faire la guerre, comme le dit mon maître Yves Lacoste, géographe, c'est-à-dire l'Afghanistan. Géographie montagneuse, 40% du territoire au-dessus de 1800 mètres. Torturé, bien sûr. Donc là, évidemment, surtout pour des soldats de plaine, ça a été extrêmement compliqué. Les talibans, ils se sentent et ils sont réellement chez eux. Mais si vous êtes parmi eux, vous êtes des cibles faciles. Si vous n'avez plus de base sur place, non seulement vous n'êtes plus des cibles ou quasiment plus des cibles, ou alors il faut vraiment aller les chercher très loin au Moyen-Orient ou sur la mer, et là c'est pas possible parce qu'on est chez des gens qui n'ont pas de bateau. En revanche, de l'extérieur, vous pouvez quand même les frapper. Et moi je constate que via les drones ou via des chasseurs bombardiers, on a réussi, le terme je le mets entre guillemets, on a quand même ciblé un nombre de terroristes ou de militants. Sans perte civile mais non, mais sans perte civile. À partir notamment de bâtiments de guerre américains dans l'océan Indien, depuis les débuts de Barack Obama, si vous voulez, les exécutions extrajudiciaires ont quand même réussi parfois au-delà de certaines espérances, et ça porte des coups extrêmement durs à ceux qui subissent. Alors, nous allons nous concentrer sur une archive qui date de 1996, la prise de pouvoir par les talibans. C'était il y a à peine 10 jours, l'entrée des talibans à Jalalabad, l'un des derniers verrous pour l'accès à Kaboul. Cette nuit, les talibans se sont donc emparés sans coup férir de la capitale afghane, abandonnés, semble-t-il, de ses derniers défenseurs, au terme d'une offensive éclair. Désormais, les talibans contrôlent les 3/4 du territoire afghan. Leur premier geste a été de s'emparer de l'ancien président Najibullah dans les bâtiments de l'ONU, où il était réfugié depuis maintenant 4 ans. Le dernier président communiste mis en place par les soviétiques aurait été pendu à un réverbère après avoir été traîné derrière une Jeep. Apparus comme des messieurs propres aux yeux d'une population lassée de l'anarchie et des guerres entre moudjahidines depuis la chute du régime communiste en 92, ils ont rapidement volé de victoire en victoire. Sous leur administration, ce n'est plus que femmes voilées, rétablissement des châtiments islamiques, interdiction des jeux de hasard et de la drogue, bref, stricte application de la loi coranique. Oui, Isabelle Lasserre, ce qu'on voit dans ce reportage, c'est notamment dans cette archive, c'est notamment que l'histoire, c'est pas que 20 ans en arrière. En fait, il faut remonter à 40 ans en arrière, 81. Et en effet, les talibans, qui au départ sont des espèces d'alliés utiles des États-Unis, contre l'Union soviétique. Comment ça joue aujourd'hui encore ce passif dans l'évolution des choses dans cette région ? C'est-à-dire qu'en Afghanistan, de toute façon, les puissances se succèdent et les écueils sont absolument toujours les mêmes. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça ne marche pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'un côté, je voulais aussi parler des interventions occidentales, parce que là, c'est la période qu'on vient de vivre avec l'OTAN et les armées occidentales, en fait, montre à quel point aujourd'hui, toutes les interventions occidentales qui ont été perpétrées sur les différents terrains d'opération depuis 30 ans, à part sans doute le Kosovo et la Bosnie, sont des échecs. Ça ne marche pas. L'Irak, ça a été un échec retentissant. La Libye, ça ne marche pas. L'Afghanistan, ça a été un échec retentissant. On ne sait plus faire. On a eu des stratégies qui ont changé en permanence, des stratégies qui n'ont pas fonctionné, comme par exemple le fait de miser sur les armées nationales. Et ça, c'est exactement la même histoire au Sahel. Et on ne reste pas assez longtemps, et surtout on est confronté à des ennemis qui n'ont pas peur de la mort, alors que nous, la vie humaine est très, 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 beaucoup plus importante.
Je voulais vous poser une question. Quel est l'état de l'armée afghane après des milliards qui ont été déversés sur le gouvernement et sur l'armée et sur toutes les institutions, la corruption qui semble endémique en Afghanistan? Dans quel état est cette armée? Est-elle capable de prendre le relais maintenant que l'OTAN et ses armées ont disparu, ont quitté l'Afghanistan? Jean-Pierre Perrin. C'est bien là le problème, c'est que cette armée, elle a été formée déjà beaucoup trop tardivement, non pas déjà dès 2001, mais bien plus tard. Et donc il faut du temps pour faire une armée. Alors une jeune génération d'officiers qui sont très très volontaires, très très combatifs, mais ça reste une très faible minorité. Le reste de l'armée, il y a les forces spéciales qui se battent vraiment. Et puis l'armée, elle est gangrénée effectivement par la corruption. Comment ça se fait? Tout simplement, c'est qu'à Kaboul, tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est armé, évidemment, ça suscite les convoitises parce qu'il y a beaucoup d'argent fourni par les Occidentaux. Et donc, des gangs entiers de gens qui n'ont rien à faire finalement de la situation, deviennent officiers supérieurs, intègrent le commandement. Et tous ces gens, évidemment, palpent l'argent. Et évidemment, ça se ressent sur les premières lignes des soldats. Et on voit par exemple que les talibans n'ont pas de problème de logistique. Ça, c'est incroyable. Ils n'ont pas de problème de logistique, alors que l'armée afghane est engluée dans les problèmes de logistique. Et quand même, un point essentiel sur lequel je voudrais revenir, c'est que l'offensive des talibans actuelle, elle est dans le nord, c'est-à-dire qu'elle est dans des régions qui ne sont pas pashtunes, où il y a des poches pashtunes évidemment. C'est-à-dire qu'ils ont recruté bien au-delà de leur appartenance clanique originale. Il n'y a plus que des... Lors de l'arrivée des talibans en 1996, on avait des Pashtuns. Aujourd'hui, on a des Pashtuns, des Tadjiks, des Ouzbeks. Les seuls qui n'y participent pas, ce sont les Hazaras. Mais ça veut dire quand même qu'ils ont surpris tout le monde. On attendait qu'ils attaquent au sud, ils attaquent dans le nord. Et là, on voit encore la faillite du renseignement afghan et OTAN. Ça, c'est quand même absolument terrifiant. Mais le retrait des troupes américaines programmé pour se terminer le 11 septembre, Frédéric Ancel, signifiera qu'il n'y aura plus de renseignements terrestres ? Il y en aura beaucoup moins. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on ne mise plus que sur le renseignement satellitaire, technique, sur les grandes oreilles des drones. Et en réalité, celui qui se trouve au cœur du marché d'une ville en faisant semblant d'être marchand de tapis, vous voyez, lui peut prendre le pouls d'une population et il peut solliciter, alors parfois évidemment avec quelques pièces sonnantes et trébuchantes, des informations. Et vous récoltez ces informations. Les Anglais ont fait ça remarquablement pendant plusieurs siècles. Mais donc il faut être sur le terrain. Moins on est sur le terrain, moins on a d'informations. Et par ailleurs, je voudrais juste dire d'un mot, le reportage est super intéressant. Avant 1980, il y a un avant, 96. Absolument, 96, mais il y a même un avant arrivée des soviétiques en 79, je le dis d'un mot. Le parti communiste afghan a été extrêmement puissant. La gauche afghane était très importante, les mouvements laïques étaient très importants. Le lycée français de Kaboul était l'un des premiers de toute l'Asie. L'hôpital de Kaboul était dirigé, entre autres d'ailleurs, par des femmes, mais par des médecins qui venaient du monde entier. Et dernier point, j'invite nos téléspectateurs à relire Les Cavaliers de Joseph Kessel. Oui. L'Afghanistan des années 20-30, mais c'est simplement pas du tout celui des talibans. C'est juste pour vous dire que l'histoire n'est pas terminée. Alors, des pays, peut-être des convoitises de différents pays. Alors, évidemment, Pakistan, Iran, mais Chine, peut-être la Chine qui est sur ses gardes, en effet, déjà pour des intérêts économiques purs et simples, parce qu'elle a plusieurs fers au feu. On sait qu'elle espérait faire de l'Afghanistan un partenaire commercial lucratif pour une raison simple, c'est que les sols afghans, ils regorgent de lithium, de cobalt, de terres rares. Ça avait conduit la Chine à débourser 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, c'était il y a 10 ans pour exploiter un gisement de cuivre au sud de Kaboul. La Chine veut également évidemment protéger ces nouvelles routes de la soie dont certaines traversent ou partent de la province du Xinjiang. On va voir une carte qui est limitrophe de l'Afghanistan. Cette frontière commune, elle est petite, elle fait à peine 80 km, mais elle pose également d'évidents problèmes de sécurité. La Chine redoute que cette nouvelle situation dont on a parlé aujourd'hui en Afghanistan ne finisse par galvaniser des groupes islamistes qui avaient déjà proféré des menaces à l'égard de la Chine. C'était le cas par exemple de l'État islamique en 2007 qui a plus menacé à nouveau la Chine dans la foulée Frédéric Ancel, mais quelle partition est-ce que la Chine peut jouer dans les mois à venir? On sait qu'elle regarde ça de très près, on sait qu'elle a ses fameux intérêts économiques et qu'elle a cette crainte, sécuritaire. Sa partition, c'est le Pakistan. Je reviens au Pakistan, qui est le grand pays voisin méridional de l'Afghanistan, qui compte donc beaucoup de Pashtuns, mais pas seulement, qui est un pays nucléarisé, qui était autrefois un allié privilégié des États-Unis. Et les États-Unis se sont littéralement retirés de cette alliance, petit à petit, mais à un rythme assez rapide, au profit de l'Inde. Or, je n'apprendrai à personne que l'Inde et la Chine, d'une part, l'Inde et le Pakistan, d'autre part, sont des États qui sont
quasiment en guerre en réalité autour du Cachemire. Et pour le Pakistan, pourquoi j'insiste? Parce que pour le Pakistan qu'on voit ici, l'Afghanistan, ça a toujours été l'arrière-cour, à la fois ethnique mais également stratégique face à une Inde extrêmement puissante et menaçante. Par conséquent, si la Chine veut pénétrer réellement en Afghanistan, elle ne peut pas ne pas passer... pénétrer de quelle manière sur le plan économique et infrastructurel. Uniquement. De toute façon, pour l'essentiel. Je n'imagine pas une base chinoise en Afghanistan. D'abord, je ne vois pas très bien l'intérêt. Et puis surtout, encore une fois, on va compter surtout sur le nouvel allié pakistanais. Ouais. Elle est déjà là. La Chine est déjà là. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a accueilli les talibans à bras ouverts. Dis donc, Jean-Pierre. Elle a accueilli les talibans à bras ouverts. On passera après. Laissez du temps, Isabelle Lasserre. Ah, pardon, excusez-moi, je crois que je vous tourner vers moi. Pardon, excusez-moi. Non, sur cette question justement de la Chine, je voulais vous faire rebondir. Oui, mais alors parce qu'en fait, il se passe vis-à-vis de l'Afghanistan, à travers le Pakistan, exactement la même chose que ce qui se passe absolument partout ailleurs. C'est-à-dire retrait des États-Unis qui se tournent vers la Chine, et on a toutes les puissances montantes, émergentes, qui prennent la place, soit de manière économique, alors la Chine essaye de le prendre, cette place économique en Afghanistan, soit de manière militaire, c'est ce que fait la Chine en Afrique, et c'est ce que font aussi la Turquie et la Russie en Libye, etc. La nature a horreur du vide. Oui. Aujourd'hui, les Occidentaux se retirent, les Américains ont donné le là, et toutes les autres puissances reprennent la place. Dernière question. J'avais une question à vous poser. Vendredi dernier, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a dit que ce retrait anticipé était irresponsable parce qu'il ouvrait le champ justement à l'État islamique, Al-Qaïda dans cette région et notamment au nord, et que c'était une menace. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que valent les déclarations Dites-nous. Il y a toujours un peu de vrai, il y a toujours beaucoup de faux, il y a un mélange des deux. Donc c'est vrai que le retrait américain, Biden a été placé devant l'évidence de ce retrait à cause de la politique de son prédécesseur, Trump. Ils ont signé les accords de Doha. En 2019. Un simulacre, ces accords de Doha, oui, signés en 2019. C'est simplement... Les talibans n'ont rien concédé? Rien, simplement qu'ils n'attaqueraient pas les troupes américaines lorsqu'elles se retiraient. Ils ont tenu leur parole, bravo. Mais en même temps, les Américains étaient venus avec 4 conditions, donc 3 autres conditions qui n'ont pas été respectées, c'est-à-dire des discussions entre les talibans et le gouvernement. Il n'y en a pas eu, c'est-à-dire que... Concluez. Pardon. Concluez. Je conclus. Pas d'accord, pas de soutien d'Al-Qaïda, ce n'est pas évident, et ainsi de suite. Merci tous les trois.